Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo très rapidement suite à d'énormes questions qui reviennent quotidiennement sur tous les secteurs internet, enfin tous les axes de communication, surtout au niveau de la gestion d'entreprise, au niveau de la comptabilité. Alors moi je m'y intéresse un petit peu parce que j'ai déjà géré une entreprise et puis j'ai fait quelques formations dedans, donc j'ai pu mettre du coup les pieds dans un cabinet d'expertise comptable aussi, un petit peu, dans le cadre d'un stage. Et donc je me suis dit que peut-être ce serait important d'apporter quelques réponses. Alors ce n'est pas du conseil que je fais, hein, que je veux donner. Donc bah, ça c'est le rôle de l'expert comptable, qui je rappelle au niveau de la loi, c'est le seul qui est autorisé à conseiller légalement une entreprise sur le plan de la comptabilité et de la fiscalité. Donc c'est le seul chose qui leur permet d'exister finalement encore, c'est ce monopole en fait. Parce qu'effectivement, si vous êtes une grosse entreprise et que vous embauchez un comptable, il peut tout faire légalement. Donc ça c'est une première chose. Euh, donc quand on veut lancer l'entreprise, quand on veut créer sa structure, on se pose souvent la question, qu'est-ce que je dois choisir comme statut? Et là, les questions, c'est d'abord on va sur Internet, on va consulter, euh, on va chercher des infos sur des forums, euh, on essaie de trouver des copains, plein d'informations finalement, mais on ne sait pas quoi chercher. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on cherche de l'information, mais on ne sait pas quelle information chercher. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Qu'est-ce que je me fous comme information? Donc il faut comprendre une première chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce qui va déterminer finalement le choix de mon statut. Et en réalité, ça se passe dans les revenus. Finalement, quel est le but de la comptabilité si on devait synthétiser? Donc la première, c'est de respecter les normes comptables européennes, c'est-à-dire que on doit respecter le principe de fidélité, enfin il y a des principes comptables, tout ça, mais de transparence, c'est-à-dire d'où vient l'argent, d'où vient le produit, où va le produit, c'est le principe des flux. Et dans une deuxième partie, c'est l'imposition. Donc on a l'impôt sur le revenu, on a l'impôt sur les sociétés. Donc le revenu quand on a des revenus personnels, salariés et compagnie, et puis du coup quand on est en entreprise individuelle, et puis vous avez l'impôt sur les sociétés. Et là c'est ça la question en fait quand on va choisir le statut, c'est-à-dire quel est mon niveau de revenu. Est-ce que je suis dans une optique de pouvoir les optimiser, donc c'est est-ce que je génère assez de revenus et pour faire réduire mes impôts, ou est-ce que vraiment, bon, je suis au tout début, je touche 15-20 000 euros par an, bon, par les frais réels, pour l'instant, on n'est pas dans l'investissement, bon, voilà. C'est ça les questions en fait. Et quand vous allez voir un professionnel de la comptabilité, enfin, du coup un cabinet d'expertise comptable, quand vous demandez à votre ami si il est dans la comptabilité, ça va être la première chose qui va revenir. C'est-à-dire, c'est quels sont tes revenus et qu'est-ce que tu vas devenir plus tard, quels sont les investissements en termes de patrimoine, et puis l'entreprise. Parce qu'on crée une entreprise pour créer un patrimoine, en fait. Donc pour générer du patrimoine, pour générer une transmission pour plus tard pour ses enfants ou pas. Donc ce sont vraiment des questions. La première notion dans la question, c'est-à-dire de la chose, c'est vraiment la question du patrimoine. Quel va être ce patrimoine? Quelle va être l'amplitude de ce patrimoine? Qu'est-ce qu'il va représenter? On ne va pas réfléchir de la même façon pour quelqu'un qui fait de la vente additionnelle à domicile pour 5 000 euros de revenus par an en plus de son activité principale, que quelqu'un qui décide de dire ok, bon là je vais arrêter mon métier, pendant cette période-là je vais faire moitié-moitié salarié et puis entreprise, et puis après on va aller bifurquer sur son entreprise complète. Voilà. Déjà ça c'est la première notion, c'est de se dire quel est le devenir du traitement de mes revenus. Bon, généralement, et ça c'est les réponses que je donne sur de temps en temps quand je vois la question se poser, c'est je dis de toute façon, généralement, on vous conseillera toujours de passer, si vous débutez dans votre profession, en tout cas entrepreneuriale,
de passer par le statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que hormis si demain vous avez déjà un revenu conséquent, ça peut arriver, vous êtes, je sais pas, vous êtes directeur marketing, commercial, vous générez 55 000 euros de revenus par an, la question effectivement va se poser, parce que là, qu'est-ce qu'on fait de mes revenus? Voilà, mais globalement c'est rare. Enfin, je veux dire, c'est très rare ce cas de figure. Voilà, je pense à mon sens, il existe, ça c'est sûr, mais quelqu'un qui est à 60 000 euros par an, qui passe autant, enfin, on le verra pas, il a suffisamment de revenus pour générer déjà une grosse structure. Donc la question se pose même plus du statut en fait finalement. Parce qu'on rentre dans le système d'optimisation fiscale, investissement entreprise, capital, enfin bon, tout ce truc-là. Donc généralement, on est plus une classe sociale moyenne, de moyenne classe, de classe moyenne, pardon, et qui va dire, bon, moi j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de faire l'esclave, j'en ai marre de la tronche de mon patron, j'en ai marre de la gueule de mes collègues. Blague à part, je plaisante, bien sûr, c'est pas l'élément motivateur, mais on peut se dire effectivement, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ah, puis alors attends, et puis il y a aussi la question, c'est est-ce que j'ai une maison ou pas? Voilà. Parce que la maison fait partie du patrimoine, donc il y a quand même des petites choses à faire. Bon. Donc quand vous allez voir ce professionnel, c'est la première question, c'est de vous dire, de s'intéresser déjà, d'avoir une petite idée des questions qu'il va vous poser en fait. Et ça va être la question du patrimoine, ce que vous avez, ce que vous percevez, ce que vous comptez faire, est-ce que vous voulez investir dans l'immobilier ou non, ou est-ce que vous allez investir dans le capital d'autres entreprises, parce que c'est aussi une forme de patrimoine. Est-ce que vous allez, par exemple, voilà, c'est toutes les pistes. Bon. Et ensuite, donc du coup, on va s'intéresser un petit peu à votre activité, le choix de votre activité, qu'est-ce que vous allez faire, quel est le produit que vous allez lancer. Et ça, alors là, l'entretien, il a son intérêt parce que, mine de rien, un expert comptable, c'est pas quelqu'un qui fait que du chiffre, c'est quand même quelqu'un qui a des grosses notions, du coup, en économie. Donc, on est dans le droit social, dans le droit du commerce, on est dans le. Vraiment, c'est très éclectique. Donc, du coup, on a vraiment quelqu'un qui est capable d'avoir un champ de vision global sur votre future structure. Et puis, il a accès aux données. Et il va se dire, bon. D'accord, vous voulez, je sais pas, moi, c'est pas une connerie, vous voulez vendre des poulets grillés, enfin, le métier de la bouche, quel que soit le métier, il va avoir la connaissance et les données par rapport à ça. Et donc, il va par rapport à ça savoir si vous avez déjà, si c'est nouveau, si vous récupérez une entreprise qui est déjà existante, là c'est pareil, est-ce que je reprends une clientèle déjà existante ou est-ce que je redémarre de zéro? Si je redémarre de zéro, quelle étude de marché vous avez fait? Enfin, c'est toutes ces questions-là afin de déterminer, savoir dans quel contexte vous allez aller. Parce que, pareil, si vous avez déjà une forte demande, vous avez déjà des précommandes, vous avez qui montrent que le chiffre d'affaires, là, il est prêt à bondir, on va pas non plus conseiller notre entreprise. On va dire, bon, là, il y a quand même quelque chose, il y a de la matière, donc, hop, le mieux, ça serait peut-être sur l'entreprise individuelle ou autre conseil. Mais vraiment, voilà. Donc, si on devait faire une synthèse, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'il va me demander, l'expert comptable? Ben, il va me demander mon patrimoine personnel, où j'en suis, ce que je veux faire, euh, quelles sont les démarches que j'ai par rapport à mon entreprise, où est-ce que j'en suis dans mes recherches, est-ce que je débute, est-ce que c'est nouveau pour moi, est-ce que vraiment j'ai déjà quelques connaissances et je sais où je mets les pieds, mais je sais pas ce qu'il va me poser comme question. Donc vraiment, essayez de mettre sur un bout de papier les revenus que vous pensez générer avec cette activité, enfin d'après vos recherches. Et si vous n'en avez pas fait, bah, essayez de les avoir quand même. C'est quand même intéressant parce que c'est pas lui qui va faire l'enquête de terrain. Enfin, ça c'est une chose, c'est sûr et certain, c'est vous qui allez faire votre enquête de terrain par rapport à votre installation et vous devez être capable, et c'est mieux, autant pour lui que pour vous, de se dire, bon là c'est clair, j'ai déjà des précommandes, j'ai déjà de la demande, elle est là, on peut foncer. Et les conseils ne seront pas du tout identiques. Même si globalement ils vont se ressembler, c'est quand même bien d'avoir des précisions. Donc ça c'est vraiment, si je devais avoir une entreprise, la première question que je dois me poser c'est les revenus. Qu'est-ce que je pense générer comme revenu la première année. Alors c'est vraiment notre tout début, comme je disais, c'est souvent, et je l'ai déjà dit, d'autres le disent, les statuts d'entreprise c'est comme une courbe de croissance, c'est-à-dire que globalement on imagine que
l'entreprise naît, elle naît sous forme d'auto-entreprise et elle va grandir comme un enfant. Et elle va grandir par rapport à son chiffre d'affaires. Et donc plus l'entreprise grandit et plus le chiffre d'affaires grandit forcément. Et s'il grandit, eh bien on change de statut. Alors, du, du statut à eux, c'est quand même le plus simple, le moins contraignant. C'est pas le plus simple en termes d'optimisation fiscale, mais c'est bien pour débuter en toute sécurité sans se prendre des frais de clôture d'entreprise. Si jamais ça marche pas en SASU, bon bah il faut faire une déclaration en greffe, faut payer ci, faut payer ça. Enfin voilà, c'est quand même pas rien. Généralement, un changement dans un statut de fermeture ou de changement de siège social, quand vous passez par un avocat ou un cabinet d'expertise comptable, euh, il va vous prendre 500 balles pour une feuille qui a déjà été faite et pour juste remplacer le nom. Enfin, il y a un travail derrière juridique qui est déjà préétabli, mais grosso modo, vous allez prendre cher alors parce que le projet initial a mal été monté. Donc si c'est, faut aussi penser à ça. Si mon entreprise fonctionne pas, comment ça se passe? Comment je ferme l'entreprise? Et de quels sont les coûts? Donc l'auto-entreprise, ça permet de vraiment tester un petit peu son carquois et de se dire bon ça marche ou ça marche pas. Ça marche, c'est bon, continue, ça marche pas, on va peut-être s'arrêter là. Il n'y a pas trop de démarches à faire, ça ne coûte pas d'argent. Globalement, on met en stand-by. Bon, ça c'est une chose. Et c'est déjà une grande chose d'arriver en cabinet d'expertise comptable. Enfin, voilà. Ça, c'est encore autre chose. Alors après, il y a le mythe aussi. Et le but, c'est pas de jeter la pierre sur la profession, laquelle j'adore en plus. Donc ça, c'est pas le souci. Euh, mais on peut se poser la question parce que c'est quand même des frais, un cabinet comptable. Et je pense qu'à tort, on mélange un peu les choses. Alors, un expert comptable n'est pas obligatoire pour l'entreprise. Donc, en l'espèce, tout le monde, personne n'a besoin d'un expert comptable pour faire sa comptabilité, surtout avec les logiciels qui permettent d'automatiser la comptabilité. En termes de saisie comptable, vous avez besoin de personne. Votre compte bancaire, vous le reliez à l'application. Les applications lisent votre compte bancaire, elles les enregistrent dans les bons comptes. Donc ce qu'on appelle le PCG, donc le plan de comptabilité général, les comptes de charges, les comptes de production, les comptes de capitaux, les comptes de personnel, enfin tous ces petits comptes très spécifiques à comptabilité sont faits automatiquement. Et en cabinet comptable, jusqu'à maintenant, c'était ça le gros travail, c'était la saisie comptable, c'est-à-dire vous ameniez votre facture, le comptable, donc l'aide comptable, c'est pas l'expert comptable qui le faisait, même s'il l'a fait auparavant, avant de devenir expert comptable, il va enregistrer dans le logiciel de comptabilité votre facture, c'est-à-dire la date de la facture, le numéro de facture, le montant hors taxe, détaillé de chaque élément, parce qu'effectivement, c'est pas juste le montant total de la facture, si vous avez plusieurs sous-éléments, il va falloir mettre chaque élément correspondant à une classe du plan comptable, donc les frais de téléphone par exemple, les frais de réparation de la voiture, ça va pas être... Voilà, c'est toutes ces choses-là. Bon. Et ça, c'est le gros du travail, en fait, finalement. C'est le plus gros travail, c'est la saisie comptable. Mais aujourd'hui, elle est faite automatiquement. Et encore plus loin, vous scannez la facture et c'est le scan qui va reconnaître et tout faire en même temps. Et là, on est sur des solutions qui sont carrément bien abouties. Bon. Et qu'est-ce qui se passe après avec le logiciel de comptabilité que vous pouvez avoir vous-même? On va récupérer ces données et ces données, elles sont retraitées automatiquement dans le logiciel comptable qui, en fait, si votre logiciel est très bien paramétré, et alors même là, je vais vous dire, il y en a des cabinets, même dans certains cabinets, c'est mal paramétré. Obligé de retaper sur Excel pour calculer la TVA, mais une fois que c'est vraiment bien paramétré, tout est automatique. Vous cliquez sur un bouton, votre déclaration de TVA, elle est faite automatiquement. Le bilan, il se sort automatiquement. Enfin bref, vous n'avez rien à faire. Bon. Mais vous n'avez pas contrôlé votre compta. Donc c'est-à-dire, vous l'envoyez, elle peut comporter des erreurs. C'est le risque. Alors là, on peut aussi aller sur ce qu'on appelle des centres de gestion agréés qui peuvent vérifier votre comptabilité. Et là, c'est aussi un expert comptable qui la vérifie, et c'est à moindre coût. C'est vous qui avez fait votre comptable, lui vérifie que tout est OK, ça répond aux normes, il appose son tampon, validé, certifié, vous pouvez envoyer aux impôts votre bilan. Bon, ça c'est dans le plus heureux des mondes, et il y a beaucoup qui le font de plus en plus. Donc, mais l'expert comptable, ça ne se résume pas à la saisie comptable. C'est avant tout un service de conseil. C'est là où les gens l'oublient. Parce que sur le plan comptabilité, vous confiez votre comptabilité à votre expert comptable, mais vous restez maître
est responsable de la comptabilité de votre entreprise. C'est-à-dire si l'expert comptable, enfin, alors sans jeter de pierre, fait une erreur dans la comptabilité, l'État va, c'est à vous qu'elle va demander des comptes. Donc il y a une erreur dans la TVA, ça va être une fausse déclaration. En gros, ils se retourneront pas contre une expertise comptable. Donc c'est vous qui êtes responsable et c'est vous qui allez devant le tribunal et qui êtes condamné. Alors l'exemple qu'on pourrait citer et qui est arrivé encore récemment, c'est le cabinet d'expertise comptable quand vous n'avez pas la TVA option de débit, c'est-à-dire qu'en gros, vous faites de la prestation de service, la TVA, vous ne pouvez pas, vous ne l'encaissez, vous ne pouvez, vous la payez que lorsque vous encaissez l'argent. C'est-à-dire que la TVA n'est pas due au moment de l'émission de la facture, mais à l'encaissement de la facture. Et de même, la TVA, vous ne la récupérez qu'au moment du paiement de la facture et non à la réception de la facture pour vous faire la déduction de TVA. Et cette étape de comptabilité, elle se fait en deux étapes. C'est-à-dire que je reçois la facture, je vais enregistrer ma facture sur mon logiciel de comptabilité, mais je ne vais pas utiliser les comptes de TVA direct, c'est-à-dire TVA due, TVA collectée et TVA déductible, mais je vais utiliser la TVA en compte d'attente. C'est-à-dire qu'en gros, on dit que bon, j'ai reçu une facture de 120 euros TTC, donc elle est à 100 euros hors taxe, et on va mettre ces 20 euros en attente. Et sur un compte d'attente, c'est-à-dire qu'en fait, on va les injecter dans le compte de TVA collecté, donc celle qu'on va redevoir payer à l'État, qu'au moment où on reçoit l'argent sur le compte bancaire de cette facture. Et ce qui s'est passé récemment, et c'est vrai que, à tort ou à raison, on se dit, bon, de toute façon, que je passe sur le compte d'attente ou pas, c'est un compte de trésorerie, je vais pas me faire casser les pieds, j'enregistre directement sur le compte TVA de collecter, j'enregistre pas le paiement en attente, je le mets directement sur le compte 512, alors c'est code banque au niveau comptabilité, et basta. Et puis quand viendra l'heure de régler la TVA du trimestre, eh bien on fera la différence entre la TVA du client et compagnie, et on refait un petit fichier Excel et tout ça. Bon. Mais le problème, c'est que en faisant ça, on ne respecte pas la norme comptable. Et donc, bêtement, même si le résultat est final, bien qu'il peut se glisser des erreurs quand même, on n'a pas respecté ces étapes de précaution, donc de suivi de flux correct, et donc on est hors la loi. Et là, forcément, l'État, il ne va pas demander au cabinet d'expertise comptable d'État, il va le demander à vous. Donc vous allez vous retrouver, suivant la somme, condamné. Et appartiendra à vous ensuite de vous retourner contre le professionnel qui n'a pas respecté cette norme. Donc, du coup, récemment, ça a fonctionné. C'est le cabinet comptable qui a non seulement payé du coup le redressement de son client, et en plus qui a été condamné à verser des intérêts. Bon, d'où l'intérêt un petit peu de faire les choses correctement. Donc, vous êtes avant tout responsable de votre comptabilité, et ça c'est important. Et derrière, on a le conseil. Et ça, c'est la mission de conseil, c'est la plus importante. C'est-à-dire que l'expert comptable, il n'est pas là que pour vous prendre de l'argent tous les mois, et que ça coûte cher, et c'est ci, et c'est là. Bon, effectivement, c'est le premier réflexe qu'on peut se donner. Mais c'est avant tout un conseiller, c'est un accompagnant. Alors, on pourrait dire en auto-entrepreneur, on n'en a pas vraiment besoin, parce que voilà. Mais pourtant, la majorité des cabinets comptables, ce qu'ils ont, c'est des TPE, donc des très petites entreprises. Donc vraiment, on est sur le statut entreprise individuelle, tout ça. Et c'est pas que des grosses entreprises, c'est beaucoup pour certains des petites entreprises individuelles. Et le conseil, il est là, il n'est pas que sur l'aspect revenu de l'entreprise, mais sur l'aspect global de votre patrimoine. Donc c'est pas une dépense dans les airs, en fait, finalement, suivant votre patrimoine, c'est un investissement. C'est-à-dire que vous allez investir dans les connaissances d'un expert qui va vous permettre d'optimiser, de vous aider à optimiser votre patrimoine et du coup à payer moins d'impôts, voire même à mettre en place des stratégies d'investissement vous permettant de générer du profit, quoi, en fait. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. Ne voyez pas l'expert comptable comme une simple charge obligatoire. Déjà, elle n'est pas obligatoire, c'est pas une obligation d'avoir un expert comptable. Mais voyez-le comme un investissement dans des connaissances et qui vous permettront vraiment d'optimiser vos ressources
et votre capital personnel, enfin, c'est vulgairement dit, mais globalement c'est ça, et d'avoir un réel accompagnement. Et ça, c'est vraiment, vraiment aujourd'hui la chose qui est oubliée, et même je trouve, et c'est dommage que beaucoup d'experts comptables l'oublient, dans le sens où quand ils font leur pub, bah, c'est la pub à la pas chère, votre comptabilité pour des 69 euros par mois. Et moi, franchement, je trouve ça dommage de la part de ces professionnels d'abaisser leur savoir. Le métier se transforme, c'est plus de la saisie comptable, ça disparaît, mais c'est vraiment un autre métier qui doit ressortir de là et un vrai métier d'accompagnement. Et ça, il est encore, malheureusement, c'est encore compliqué. La démarche, c'est plus une démarche de mission à pas cher que de vraiment d'enjeu d'accompagnement. Et ça, j'en ai discuté avec certains. Et, euh, et là, on est dans la psychologie, en fait, du j'ai fait 8 ans d'études, je sais, donc tais-toi. Et globalement, c'est ce qui ressort. Et le côté humain disparaît. D'ailleurs, une bonne chose qu'on peut remarquer, et ça, alors ça, franchement, je vous le dis de suite, c'est comme dans un restaurant. Le premier réflexe, souvent, on dira, on va, alors mythe ou pas, souvent, il y a le truc déjà de la carte. Ah, ça, vous connaissez tous. Plus la carte elle est grande, plus vous avez une idée de la qualité de la cuisine. Voilà. C'est sûr qu'un restaurant qui a 45 plats va pas vous faire de la fraîcheur. Voilà. De même, on va regarder les toilettes. Si le restaurant n'est pas capable d'avoir des toilettes clean, on peut se poser des questions sur la propreté. Mais dans un cabinet comptable, c'est pareil. Et quel que soit le métier, euh, prenez la température des collaborateurs. Voyez comment ils se comportent. Si c'est chaleureux, ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance. Est-ce qu'ils se parlent entre eux? Est-ce qu'ils ont l'air stressés? Est-ce qu'ils ont l'air calmes? Le bien-être. Essayez de vous renseigner sur le bien-être comptable. Alors moi, le bien-être, j'y suis à fond. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait ma profession. Et je l'ai vu dans des cabinets d'expertise comptable. Vous avez des frigos. Alors, c'est clairement, les gens, c'est des frigos. Ils sont sur leur ordi, ils parlent pas, ils communiquent pas, et ils sont figés. Et là, vous vous posez la question. Ils sont figés, quoi. Carrément. Vous entendrez une mouche qui pète, quoi. Bon, ok. La comptabilité, je sais que c'est un sujet ennuyeux, mais là, à ce point, quand même, il y a quelque chose à changer parce qu'on peut quand même s'éclater hein, à faire les choses. Et, euh, et puis, il y a aussi l'aspect rémunération bien-être. Alors, voilà, l'aspect, comment se comporte l'expert comptable vis-à-vis de leurs collaborateurs. Est-ce qu'ils sont dans le schéma classique expert comptable salarié ou vraiment à égalitaire? C'est-à-dire que vous avez expert comptable et son équipe. Et là, c'est croisé, c'est soudé, et ils sont en top et tout chacun est là pour vous conseiller. Et ça, c'est vraiment important, ce sont des valeurs. Choisissez votre conseiller. N'hésitez pas qu'à lui poser que des questions financières, mais des questions d'aspect bien-être. Et comment ça se passe dans votre cabinet? Présentez-moi un petit peu et prenez la température. Essayez de ressentir les gens et savoir comment ils sont. Et franchement, là, vous allez découvrir des sacrées choses. Soit c'est le top, et là, bon, vous dites, ça clair, le mec il traite bien ses gars. Enfin, quand je dis ces gars, c'est hommes et femmes. L'ambiance, elle est parfaite. Ils sont bien rémunérés. Donc, l'argent que je mets dans le cabinet comptable est réinvesti dans les collaborateurs. Il y a un équilibre dans cette entreprise. Ça veut dire que mon conseil sera toujours de qualité. Parce que quelqu'un qui est pas bien dans son poste, il va mal faire son travail. Et c'est là où les erreurs elles arrivent. C'est que s'il y a du stress et que les collaborateurs sont un peu stressés, toujours sous la pression, parce que mine de rien, c'est souvent la même, la pression. C'est ah ben on attend que Madame Michu nous envoie les factures du mois de mars pour faire le bilan, parce que là, franchement, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça. Donc c'est vraiment très stressant aux périodes de bilan. Parce que souvent, il faut revoir des factures parce que bah, l'entrepreneur, il les a pas données en temps et en heure, il faut courir derrière et compagnie. Et c'est ces moments clés, en fait. C'est vraiment ces moments clés qu'on regarde le mécanisme du cabinet comptable et qu'on se dit, mais en fait, le mec, il est bien parce que personne n'est stressé, ou alors du moins le stress, il est géré, tout le monde fait ça calmement. Et la différence entre quelqu'un qui leur met la pression et qui dit ah, vous n'avez pas fait votre travail, c'est quoi ce bordel, moi je peux pas valider, compagnie. Voilà. Et là, voilà. Donc, moi, remettons la valeur humaine aussi dans le contexte actuel.
du bien-être de l'humain dans les entreprises. Et je pense sincèrement et avec conviction que ça commence déjà dans les cabines d'expertise comptable. Parce que excusez-moi, mais comment peut-on apporter des bons conseils à un entrepreneur si soi-même, on n'est pas capable d'apporter une innovation économique alors qu'on est dans une expertise comptable? Et aujourd'hui en France, le problème de l'économie, elle est là. Nous n'avons personne pour donner l'exemple concret, ou du moins, c'est pas assez spectaculaire. Alors, effectivement, et la petite parenthèse, on voit des cabinets d'expertise comptable créés sous forme de scope. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on se dit là, vraiment, eux, ils ont tout compris. Il y a vraiment cette notion d'équité, d'équilibre. Voilà. Alors, peut-être vous n'êtes pas dans le bien-être de l'humain, vous en avez rien à faire, et ça je le respecte, ça c'est votre chemin de vie, c'est pas un problème. Mais si vraiment cette nuance, elle compte pour vous, alors choisissez votre interlocuteur par rapport à vos valeurs. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas les mêmes valeurs, il y aura une fracture de communication et vous aurez des problèmes. Ce sont des conseillers, vous êtes responsable des choix que vous allez faire dans l'entreprise. Et ces choix, eux, ils vont vous les respecter. Ils vont vous dire, certains vous diront, prendront le courage, ils vous diront, tant pis si vous frustrent, mais ils vous diront, non mais là, c'est pas possible, vous pouvez pas faire un contrat de travail de cette façon, c'est pas légal, vous risquez ça, cette rupture-là représente tel risque, voilà, un vrai conseiller. Et il y en a ceux qui auront tellement peur de perdre un client, qui vous laisseront faire. Ouais, moi je veux, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Oui, vous décidez du choix de votre décision d'entreprise, parce que vous êtes décision d'entreprise, donc vous décidez de virer quelqu'un, je sais pas, vous prenez une décision, moi j'ai pas envie de payer cet impôt-là maintenant, je le paye pas. C'est votre choix, vous en prenez vos responsabilités, mais moi j'apporte une question. Est-ce que vous préférez quelqu'un qui va dans votre sens et qui vous laisse faire votre erreur, sous prétexte que vous êtes le dirigeant d'entreprise, que vous prenez la décision finale, ou préférez-vous quelqu'un qui prendra le courage de demain de vous dire attention, peut-être là vous faites une erreur. Pourquoi? Parce que si vous prenez cette décision-là, voici les risques et voici les bénéfices de votre décision. Le choix vous appartient, mais si vous faites cette décision, vous risquez ça. Si vous prenez cette décision, vous pourriez gagner ça. Après, vous faites la nuance. Alors, je sais que la vidéo, elle était longue sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur. Je voulais pas faire de live, parce que bon, ça peut être assez contraignant pour certains. Et puis, je sais que sur une vidéo comme ça d'une demi-heure, on a envie de faire des pauses et toutes ces choses-là. J'espère qu'il y en aura pas mal qui liront cette vidéo pour, dans l'esprit de recevoir ce partage, cette vision que je partage de l'avenir. Et j'aurais même envie de dire, finalement, alors je suis pas expert économiste, mais quand on regarde la situation économique de notre pays et du monde en général, on pourrait se poser la question finalement, mais ne serait-on pas, au moment clé, de tout changer? Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment de changer nos mœurs? Que ce soit de la compta, parce qu'on en parle d'entreprise, mais de la façon de gérer. Est-ce que finalement, il n'est pas temps, là, avec tous les événements, alors c'est la minute Covid, j'aime bien, avec l'actualité, est-ce que finalement on pourrait pas se dire, mais on vit dans une société marchande, voilà, et cette construction économique, elle a été construite sur le plan financier, sur le plan des échanges monétaires par l'armée. Faut le rappeler quand même. Faut aller gratter l'info. Mais en réalité, c'est l'armée. Hein, c'est à cause des guerres hein, qu'on est venu sur faire des échanges monétaires. Hein. Petit aparté. Et est-ce que là, aujourd'hui, ne serait-il pas venu le temps de se poser la question, mais comment fonctionnerait notre société si on était sur une société non marchande? Alors là, ça, bizarrement, il n'y a personne qui en parle. Parce que si on creuse la question, ben, je peux vous assurer qu'on aurait beaucoup de problèmes résolus. Voilà. Si on fonctionnait sur le côté non marchand, je pense, et je ne suis pas le seul, ben, qu'on réglerait
pas mal de problèmes. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir été au moins le plus attentif possible sur ces échanges et je vous dis à bientôt.